Xionixes, Pokémon de type théoricien. Malgré son air plutôt stupide, il lui arrive de dire de temps en temps des choses intéressantes. T'es au courant que je t'entends? Et bonjour à toutes et à tous les chasseurs de théories et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Pokémon. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Pokémon c'est quand même un univers de malade mental. Absolument tout le monde connaît Pokémon et normalement il suffit que je vous fasse écouter ceci pour que normalement ça vous rappelle des bons souvenirs. Peut-être même d'ailleurs que vous êtes déjà en train de chanter, et auquel cas je vous demande de vous calmer un petit peu s'il vous plaît. Parce que vous l'avez peut-être pas remarqué mais je suis en train de parler là. Soyez attentifs un peu. Avec Pokémon je crois qu'on a tout eu. On a eu des figurines, des cartes à collectionner, on a eu des dessins animés. C'est un univers tellement omniprésent, on en voit tellement partout qu'on a tendance à oublier que tout ceci vient à l'origine d'un jeu vidéo. Et c'est de ce jeu-là que je vais vous parler aujourd'hui en vous présentant la toute dernière théorie que j'ai capturée ce matin. Et sans vouloir jouer les grands dresseurs de théorie, je pense avoir réussi à mettre la main sur la théorie ultime de Pokémon. Et à mon avis, après avoir vu cette vidéo, je pense que vous allez avoir l'impression de jouer à un jeu totalement différent quand vous allez y rejouer. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout. Let's go! Tout commence dans le petit village de Bourg-Palette. Vous incarnez un jeune garçon qui se retrouve en âge de partir seul à l'aventure sur les routes du pays à la recherche des badges d'arène. Aventure dont l'issue se soldera par l'obtention du titre ultime, celui de maître Pokémon. Et wow, le jeu vient à peine de commencer qu'il y a déjà un truc qui cloche, vous trouvez pas? Non, parce que dans quel genre de monde on est pour envoyer comme ça des enfants partir seuls dans une aventure aussi dangereuse? Mais surtout, pourquoi semble-t-il aussi important que tous les enfants deviennent des dresseurs Pokémon confirmés? D'autant plus qu'en ce qui concerne la dangerosité du monde, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est carrément le professeur Chen qui nous le dit. Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais dès le début du jeu, c'est le professeur Chen qui vient nous empêcher de sortir du village parce que c'est trop dangereux. Alors puisque c'est si dangereux, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on autorise les enfants à partir seuls à l'aventure? C'est une question qui se pose. Et la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui répond justement à cette première question. D'après la théorie dont je vous parle, tout ceci serait dû à un fait extrêmement simple qui est le suivant. Car d'après notre théorie du jour, toute l'histoire de Pokémon se déroulerait au lendemain d'une terrible et immense guerre. Et vous allez voir que ça expliquerait bien des choses assez étranges qui se produisent dans l'univers de Pokémon. Posons-nous d'abord une question. À quoi ressemblerait un monde au lendemain d'une grande guerre? Et observons le monde dans lequel se déroule Pokémon. Quand on y réfléchit, il paraît assez évident qu'au lendemain d'une guerre immense qui aurait ravagé tout le pays, le monde ne se relèverait pas aussi facilement et il connaîtrait forcément une période de reconstruction plus ou moins chaotique. On verrait même sans doute un certain nombre de séquelles dans notre société qui témoigneraient des horreurs du passé. Et si je vous disais que le monde de Pokémon est truffé de ce genre de séquelles? En explorant le monde de Pokémon, vous n'avez pas pu passer à côté de certains indices, à commencer par les dresseurs eux-mêmes. Quasiment tous les dresseurs que vous rencontrez sont des enfants, et si ce sont des adultes, on remarque assez vite que la plupart d'entre eux sont surtout des criminels. Et en parlant de criminels, on ne peut pas parler de Pokémon sans évoquer la Team Rocket, une organisation malfaisante qui terrorise le pays tout entier. On a donc un pays dans lequel le crime est très présent, et dans lequel un réseau mafieux possède également une très grande puissance. Ce réseau mafieux est si puissant que Giovanni, le chef de la Team Rocket, est lui-même un champion d'arène et qui plus est, il est le plus fort d'entre eux puisqu'il est le dernier que nous devons affronter avant de rencontrer le Conseil des Quatre. Et un pays dans lequel le crime est aussi présent ne serait-ce pas justement révélateur d'un monde en grande instabilité? D'un monde qui aurait connu un bouleversement suffisamment important pour que le gouvernement lui-même ne puisse plus lutter contre le crime, ce qui aurait permis à ce dernier de s'implanter de manière durable, d'un monde, pourquoi pas, au lendemain d'une guerre. Alors après, bien sûr, de dire ça, c'est pas suffisant, mais vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'autres arguments qui vont dans le sens de cette théorie.
Au cours de notre aventure dans le monde de Pokémon, nous allons parcourir de nombreuses villes et dans chacune de ces villes, nous retrouverons les mêmes bâtiments à commencer par le centre Pokémon. Et les centres Pokémon, ce sont des hôpitaux. Chaque ville, même la plus petite d'entre elles, possède son propre hôpital. Mais pourquoi avoir besoin d'autant d'hôpitaux? S'il y en a autant, c'est forcément qu'à un moment donné, on a eu besoin de créer un grand nombre d'hôpitaux. Et si on a eu besoin d'en créer autant, c'est forcément parce que le nombre de gens à soigner était très grand et qu'il fallait pouvoir tous les accueillir. Enfin là, quand je parle de gens, en l'occurrence, je parle surtout des Pokémon. Et maintenant, d'après vous, dans quel genre de circonstances peut-on avoir autant de gens que ça à soigner? On a donc maintenant deux gros indices qui vont dans le sens de cette théorie, mais attendez parce que vous allez voir qu'on est loin d'avoir fini. Tant qu'on est dans les bâtiments, on peut aussi évoquer le fait que chacune des villes possède une arène de combat. Une arène dans laquelle réside un champion qui est lui-même accompagné de quelques dresseurs un peu moins puissants. Et si ces champions servent avant tout de boss dans le jeu, notre théorie y voit là une toute autre signification. Parce qu'en effet, certes, ils sont surtout là pour servir de boss au sein du jeu, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte la cohérence de l'univers. Et dans ce cas-là, on peut se demander quel est le rôle des champions d'arène. À quoi ils servent dans le monde de Pokémon? Pourquoi ils sont là? Systématiquement, le champion d'arène représente le dresseur le plus puissant de la ville. Mais d'après la théorie, le champion d'arène serait également le protecteur de la ville dans laquelle il réside. Et ce n'est pas tout, puisqu'à mon avis, le rôle du champion d'arène ne s'arrêterait pas à là. J'ai une autre hypothèse, et celle-là, elle est de moi. D'après moi, le champion de l'arène ne serait pas uniquement un protecteur, il serait également un formateur. Et là, vous allez me dire formateur pour qui? Formateur pour quoi? Un formateur pour une nouvelle génération de dresseurs Pokémon. Et ça, c'est assez évident, car comme je le disais plus tôt, dans les arènes, il n'y a pas que le champion. Il y a toujours également quelques jeunes dresseurs avec eux, des dresseurs un peu moins forts, qui ont adopté le même style de combat que le champion de l'arène en question. Dans l'arène d'Argenta par exemple, vous ne trouverez que des dresseurs de Pokémon Roche, et à Azuria que des dresseurs de Pokémon Eau. Il est donc facile de supposer que les autres dresseurs sont les élèves du champion, puisque Pierre possède un Rakaillou et un Onix, des Pokémon Roche, tandis que Ondine possède un Starry et un Staros qui sont tous deux des Pokémon Eau. Mais dans ce cas-là, on peut se poser la question suivante. Pourquoi les champions d'arène ont-ils besoin de former de nouveaux dresseurs? Tout simplement pour remplacer les dresseurs morts pendant la Grande Guerre dont je vous parle depuis le début. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des morts, vous aurez sûrement remarqué dès le début de l'aventure que votre personnage n'a qu'une mère. On ne rencontre jamais notre père. Et si vous prêtez attention à votre voisin, qui est aussi votre rival, on se rend vite compte qu'il n'a pas de parents du tout. Il ne vit qu'avec sa grande sœur et son grand-père, le professeur Shen. D'après la théorie, les parents de ces deux protagonistes seraient tout simplement morts. Morts pendant la guerre qui se serait déroulée juste avant que nous arrivions dans le jeu. Et là, ça commence à faire quand même beaucoup de choses qui commencent à appuyer cette théorie. On en est déjà à 3 ou 4 gros indices. D'autre part, toujours dans le thème des personnes décédées, on remarquera également que tous les métiers en lien avec la sécurité et l'ordre, que ce soit les médecins dans les hôpitaux ou encore les gendarmes, sont assurés exclusivement par des femmes. On peut alors se demander si les hommes s'occupant de ces métiers ne seraient-ils pas également tous morts pendant la guerre. Et alors là, attention, je marque une petite pause pour apporter quelques précisions. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'à la base ce sont des métiers d'hommes et que les femmes n'ont rien à faire à ce genre de poste, pas du tout. Par contre, si vous vous souvenez bien de notre histoire à nous, et en particulier de la Première Guerre mondiale, on sait que tous les hommes capables de se battre étaient à l'époque réquisitionnés par l'armée pour aller sur le front. Et c'est précisément ce que nous dit cette théorie. Que tous les médecins et tous les hommes capables de tenir une arme, donc par exemple les policiers, auraient été réquisitionnés pour partir au front, à l'image de notre Première Guerre mondiale à nous. Mais maintenant, il est temps de s'attaquer aux plus gros arguments, et vous allez voir que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et oui, car il y a un personnage qui permet à cette théorie d'exister. Un personnage qui fait que tout ceci devient possible. Et ce personnage, c'est Major Bob, le champion de l'arène de Carmin-sur-Mer. Premièrement, on sait que le Major Bob est un militaire, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du seul militaire que nous rencontrerons dans toute notre aventure. Peut-être justement parce que tous les autres sont morts. Et deuxièmement, quand nous rencontrons le Major Bob pour l'affronter et obtenir son badge, ce dernier nous confie qu'il possède un Raichu, et il nous dit également que ce Pokémon l'a sauvé pendant la guerre. Raichu a sauvé le Major Bob
pendant la guerre. Ah là, cette fois, on en a la preuve. Il y a bel et bien eu une guerre avant le jeu Pokémon. Et compte tenu de l'âge qu'il a, il doit avoir à peu près 35 ans maximum, on en déduit que c'était il y a pas si longtemps que ça finalement. Et si on combine cet élément avec tous ceux dont je vous parle depuis le début de la vidéo, on peut se rendre compte de la violence et de l'étendue du conflit qui s'est abattu sur le monde de Pokémon. Ce n'était pas un petit affrontement, c'était une guerre globale, un conflit général qui a mobilisé tout le monde et qui a ravagé un pays tout entier. Et finalement, quand on y pense, ça explique tout. Ça explique pourquoi il y a des hôpitaux partout, ça explique pourquoi il n'y a que des femmes dans les métiers liés à la sécurité, et ça explique également pourquoi il y a un taux de criminalité aussi élevé. Le monde est plongé dans le chaos et essaye péniblement de se relever en formant de nouveaux dresseurs. Nouveaux dresseurs qui seront chargés de lutter contre le crime et de constituer une nouvelle protection contre un éventuel envahisseur extérieur. Et ça explique par conséquent toute l'aventure de Pokémon. Ça explique tout parce qu'on comprend du coup pourquoi les enfants se lancent dans une telle aventure. Ils s'y lancent probablement parce que les champions d'arène n'ont pas les moyens ni le temps de s'occuper d'absolument tout le monde. Ils n'ont pas le temps de prendre plus d'élèves qu'ils n'en accueillent déjà dans leurs arènes. Pourtant, le monde a besoin de former de nouveaux dresseurs et à un rythme bien plus soutenu que ce que peuvent faire les champions d'arène. Parce qu'après une telle guerre, eh bien des dresseurs, à la fin, il n'en restait quand même plus beaucoup, ils ont tous été décimés a priori. Ce serait donc pour ça que le Conseil des 4 aurait mis en place un objectif ultime à atteindre, le titre de maître Pokémon, afin de motiver tous les jeunes à partir sur les routes pour se former par eux-mêmes. Peut-être même que tous les enfants le font d'ailleurs en connaissance de cause, allez savoir. Si ça se trouve, ils veulent eux-mêmes se lancer dans cette aventure pour justement devenir plus forts et pouvoir lutter contre le crime. Et c'est donc pour ça qu'ils veulent tous devenir dresseurs Pokémon. En tout cas, personnellement, cette théorie, moi, je l'adore. Je trouve qu'elle permet de voir le monde de Pokémon comme bien plus mature que ce qu'il est au premier abord. Parce que tout de suite, quand on fait le jeu en se disant qu'on est là pour protéger les habitants et pour aider notre pays à se relever de la guerre, c'est quand même autre chose que de se dire je veux devenir dresseur parce que c'est trop marrant, ou alors je veux tous les attraper parce que c'est rigolo. Et vous, que pensez-vous de cette théorie? D'après vous, est-ce qu'il pourrait y avoir eu une guerre juste avant les jeux Pokémon ou alors pas du tout? C'est à vous de me le dire, alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, j'ai très hâte de lire tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la montrer à vos amis ou alors à la partager sur vos réseaux sociaux, n'oubliez pas que ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous avez aimé ce que je fais et que vous voulez me filer un petit coup de pouce. Si vous ne voulez louper aucune des prochaines vidéos que je sortirai, eh bien vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour vous abonner, c'est gratuit et en plus c'est super facile. Et selon les derniers sondages, 100% des gens abonnés ont cliqué sur ce bouton. Et je crois qu'ils sont tous contents. Et sur ce, je vais vous laisser parce que je dois repartir à la chasse aux théories, j'ai encore plein de trucs à vous dire et en attendant, je vous fais des Oh, pardon, excusez-moi. Bougez pas. Allô? Bonjour, Xenixes. Oui, qui est à l'appareil? Ça n'a aucune importance. Tu détiens quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Oh, moi, pas grand-chose. Je veux juste me mesurer à toi. Quoi? Mais pourquoi? Tu prétends détenir la théorie ultime de Pokémon. Que dirais-tu de venir affronter la mienne? Rendez-vous dans 2 semaines, dans un endroit que je t'indiquerai. Nous verrons alors qui est le meilleur chasseur de théories. Alors, qu'en dis-tu? Tu es partant? Ou tu te dégonfles? Je serai là, et je vous attendrai. Oh, je sens que ça va me plaire. Et vous, je vous fais des bisous. Ciao!